Signe-le tout de suite, Brenda. L'intégralité des 1,8 million d'euros appartient à ta sœur. Tu n'as pas le droit de garder un seul centime. Mon père a claqué le dossier sur la table de ma cuisine, les veines saillantes sur son cou. Ma mère s'est penchée, sa voix glaciale et venimeuse. Ashley a 3 enfants. Qu'est-ce que tu as, toi? Un travail pathétique à torcher des vieux mourants. C'est de l'argent de famille. Tu le lui as volé au moment où tu as gagné. Il y a 90 minutes, ma grand-mère mourante avait pressé 2 euros froissés dans ma main et avait murmuré « Achète-moi un Willa's Wednesday ». J'ai gratté le ticket et j'ai gagné 1,8 million d'euros. Je n'ai pas discuté. J'ai souri doucement, j'ai pris le stylo, et j'ai signé leurs papiers. Je l'ai même fait glisser vers eux avec les 2 mains, comme une bonne fille. Ils célébraient déjà avec du vin frais quand le téléphone de mon père a sonné. Il a répondu avec un sourire suffisant. La femme de la loterie d'État a posé une simple question. Son visage est devenu d'une blancheur cadavérique. Le verre de vin a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol. Je m'appelle Brenda et j'ai 35 ans. Si cette histoire fait déjà bouillir votre sang, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Mais seulement si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé après cet appel téléphonique. Laissez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Pour comprendre ce que mon père a entendu lors de cet appel, il faut comprendre une femme qui n'est plus en vie. Ma grand-mère. 6 ans, un dimanche sur 2, 40 minutes aller-retour, sur la route 307 à travers Waverly jusqu'à la maison de retraite Rosewood. Les infirmières là-bas connaissaient ma commande de café avant de connaître mon nom de famille. 2 crèmes, pas de sucre, ce qui était encore chaud à 10 heures du matin. Le nom de ma grand-mère était Wilhelmina Elizabeth Ashcroft. Elle avait 84 ans. Et pendant les 6 dernières années de sa vie, j'ai été la seule personne de notre famille à lui rendre visite. Pas mon père, son fils unique, pas ma mère, sa belle-fille, pas ma sœur, Ashley. Juste moi. Je lui ai fabriqué une boîte à musique pour son 80e anniversaire. Du bois de noyer, des charnières en laiton, un minuscule mécanisme à l'intérieur qui jouait Somewhere Over the Rainbow si vous remontiez la clé 3 fois. Je l'ai construite moi-même dans l'atelier de mon voisin du dessous, un professeur de technologie à la retraite, qui me laissait emprunter ses outils le samedi. Elle l'a tenue longtemps quand je la lui ai donnée, a passé son pouce sur le grain du bois, a ouvert le couvercle, l'a refermé, l'a rouvert. Magnifique, a-t-elle dit. Je garderai quelque chose de précieux là-dedans. J'ai ri. Comme quoi, grand-mère? Des bagues. Elle a souri. Mieux que des bagues. J'avais 31 ans. Je pensais qu'elle parlait d'une photo, peut-être de son alliance. Je ne savais pas alors comment les femmes qui ont passé des décennies à se taire planifient le jour où elles auront besoin d'être entendues. Elle avait une expression pour les tickets à gratter de la loterie de Pennsylvanie. Elle aimait ceux à 2 euros, sur le thème des mots croisés. Elle les appelait les Willa's Wednesday, parce qu'elle avait une fois gagné 40 euros un mercredi, en 1974, à l'époque où elle était caissière à la station-service Bert Elias, sur la route 6. Elle avait 33 ans. Mon grand-père l'avait quittée, avec un bambin et une hypothèque. Ces 40 euros avaient payé l'électricité pendant un mois. Un dimanche sur 2, quand je lui apportais un nouveau ticket à gratter, elle le tenait à la lumière avant de le gratter. En espèces, disait-elle, jamais par carte. Et ne dis pas mon nom au comptoir, Brenda. Plus maintenant. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Je l'ai juste fait. Elle me rendait tout ce qu'elle gagnait. 2 euros, 5 euros, une fois, 30. Pour l'essence, disait-elle. Même quand elle ne se souvenait plus de l'année, elle se souvenait de ça. La dernière fois que je l'ai vue pleinement lucide, avant le matin où elle m'a pressé ses 2 euros froissés dans la main, elle m'a lissé les cheveux avec son pouce et a dit quelque chose auquel j'ai pensé chaque jour depuis. Tu es ma silencieuse, Brenda. Le monde ne le sait pas encore. Mes parents avaient un nom pour moi bien avant que je comprenne que cela signifiait une facture. Ils m'appelaient la responsable. Ça a commencé quand j'avais 8 ans, et que ma sœur Ashley, 5 ans, blonde, déjà la préférée de la famille, a fait tomber l'assiette Wedgwood de ma grand-mère de la table basse, en essayant d'atteindre un biscuit. Elle s'est brisée. Ma mère n'a pas crié sur Ashley. Elle m'a regardé, moi, assise sur le canapé, en train de lire, à 1 mètre de là, et a dit, Brenda, pourquoi ne la surveillais-tu pas?
J'ai dit que j'étais désolé. J'ai pris la ceinture pour Ashley 2 fois de plus, avant d'avoir 10 ans. Ma mère a une expression pour ces années-là. Elle l'utilise encore. Ashley est sensible. Bren, toi, tu es bâti plus solide. Elle l'a dit en 1998, quand Ashley a cassé l'assiette. Elle l'a dit en 2003, quand Ashley a volé une barre de chocolat à l'étalage, et que j'ai été puni pour ne pas avoir montré un meilleur comportement. Elle l'a dit en 2011, quand Ashley est tombée enceinte en terminale, et que mes parents m'ont retiré de mon travail à temps partiel pour l'aider pendant sa grossesse. Puis Ashley a fait une fausse couche, et personne n'en a plus jamais parlé. Bâti plus solide, bâti plus solide, bâti plus solide. À 12 ans, bâti plus solide signifiait bâti pour payer. En mars 2023, ma sœur m'a appelé en sanglotant à 23h30. Son mari, Ronnie, avait un projet, un food truck, des grillés cheese, gastronomiques. Il avait besoin de 18 000 €. Et Ashley savait. Elle savait que j'avais exactement ça sur le compte d'épargne que je constituais depuis 4 ans, pour échanger ma vieille Honda CR-V. Elle a pleuré pendant 40 minutes au téléphone. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais rien demandé. Elle m'avait demandé 8 choses. J'ai fait le chèque. Le Haut-Rhin Grill a ouvert le 6 mai 2023. Il a fermé le 22 août. 5 mois. Ronnie a disparu pendant 6 semaines, et est revenu avec un nouveau projet. Ashley n'a jamais mentionné une seule fois les 18 000 €. Mes parents non plus. J'ai arrêté de compter les prêts au 4e. C'était le 7e. En septembre 2019, quand j'ai terminé ma certification en soins palliatifs et que j'ai quitté mon poste en soins intensifs à Gézinger, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Attends, tu quittes la vraie médecine pour garder des gens qui sont déjà partis? C'est ce que ma fille va faire ?» Je lui ai dit que les soins palliatifs, c'était une question de présence, de gestion de la douleur, de soutien familial. Elle a dit, « Présence ? Eh bien, ça paiera l'hypothèque. » Elle ne m'a plus posé une seule question sur mon travail pendant 6 ans. En septembre dernier, en rentrant d'une garde de nuit, mon père a appelé pour me demander si je pouvais envoyer 2 000 € pour une fuite dans le toit. Il a dit que ma mère était vraiment contrariée. Il a dit que si je les aimais, je trouverais une solution. J'ai raccroché avant qu'il ne finisse la phrase. J'ai dit à mon tableau de bord, à voix haute, dans une voiture vide, ils ne m'ont jamais demandé une seule fois pourquoi j'étais bâti. Quelque part au milieu de 2024, mes parents ont cessé de rendre visite à ma grand-mère. Je ne l'ai pas remarqué au début. Rosewood tient un registre des visiteurs en papier à la réception, un carnet relié avec une tranche en tissu vert. Une ligne par visite. Je le signe à chaque fois que je viens, nom, relation, heure d'arrivée, heure de départ. C'est une petite chose, et je l'ai toujours fait rapidement. Mais un dimanche de septembre 2025, j'ai feuilleté les pages en attendant que Colline Farao, la directrice de l'établissement, m'apporte un formulaire sur le calendrier de médication de ma grand-mère. J'ai tourné page après page. Mon nom, mon nom, mon nom, mon nom. La dernière fois que mon père avait signé, c'était le 12 avril 2024. Ma mère n'avait jamais signé une seule fois de sa propre main. La signature d'Ashley apparaissait une fois, en août 2023. C'est tout. 19 mois. J'ai posé la question à Colline, et elle m'a fait le sourire poli qu'elle réserve aux familles qui posent des questions gênantes. Nous ne jugeons pas, mademoiselle Grinet. Chacun rend visite quand il le peut. J'ai pensé à cette réponse tout le long du chemin jusqu'à la chambre de ma grand-mère. Cet après-midi-là, ma grand-mère m'a tendu une pile de relevés bancaires. Elle les avait pliés en 3, les avait glissés à l'intérieur d'une édition de poche d'âne de la maison au pignon vert, le genre de choses que les résidents en maison de retraite gardent, parce que le passé est plus facile que le présent. 2 d'entre eux, Brenda, a-t-elle dit. Son doigt était stable, plus stable que je ne l'avais vu depuis des mois. Mai 2024 et octobre 2024. 8 500 chacun. En espèces, agence Chase de Waverly. J'ai regardé les relevés. Des retraits, signés de son nom. Je n'ai pas reconnu la signature. Grand-mère, ai-je dit, veux-tu que j'appelle papa? Elle a tendu la main par-dessus la couverture et a entouré mon poignet. Sa prise était ferme, d'une manière que je ne pensais pas qu'une patiente atteinte de démence de 83 ans pouvait gérer. Pas encore, a-t-elle dit.
Mais garde les relevés en lieu sûr. J'ai glissé le papier dans la poche centrale de mon sac d'infirmière, celle où je garde les documents des patients qui sont en fin de vie. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà, mais je ne savais pas que je le savais déjà. Pas vraiment. Pas encore. Le jour de Thanksgiving, le 27 novembre 2025, je suis allé à Rosewood à 10 h du matin, avec une part de tarte à la citrouille sur une assiette en carton. Ma grand-mère était dans la salle commune, assise près de la fenêtre, à regarder le parking. Elle portait le cardigan violet qu'elle avait acheté chez Bosco-Fess en 2019, et ses cheveux étaient peignés. 2 jours de lucidité d'affilée, Brenda, a-t-elle dit dès qu'elle m'a vu. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je le savais. J'étais infirmière en soins palliatifs depuis 6 ans. J'avais veillé sur plus d'une centaine de personnes mourantes. J'avais appris à lire les signes que les familles manquent. La lucidité terminale est un cadeau, mais c'est un cadeau avec une date d'expiration. Quand quelqu'un qui a été confus pendant des mois devient soudainement vif, se souvenant des noms, racontant des histoires, posant des questions, cela signifie généralement que le corps se prépare à la fin. Je me suis assise en face d'elle. J'ai posé la tarte entre nous. Grand-mère, ai-je dit, je ne vais pas avoir cette conversation aujourd'hui. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Tu l'as déjà eue, a-t-elle dit. La semaine dernière. Tu sais quoi faire maintenant. Elle avait raison. Une semaine plus tôt, le jeudi 20 novembre, elle avait fait quelque chose qui a changé tout ce que je comprenais d'elle. Mais je dois y revenir, parce que tout ce qui a suivi dépendait de ce qui s'est passé ce jeudi-là. Et si je vous le dis maintenant, vous ne sentirez pas le poids du vendredi qui a suivi. Le lendemain matin, le Black Friday, je ne prévoyais pas de lui rendre visite à nouveau. J'avais un cas de soins palliatifs privés prévu à 11 h. Mais à 9 h 30, quelque chose m'a ramené dans la voiture. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. J'ai remonté la route 307, passant la même lisière d'arbres, passant le palais de justice du comté fermé pour les vacances, pour retourner à Rosewood. Elle était de nouveau dans la salle commune, cardigan violet, cheveux peignés. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Je n'étais pas sûr que tu viendrais aujourd'hui, a-t-elle dit. Black Friday, tout le monde fait du shopping. Je ne suis pas tout le monde, ai-je dit. Non, a-t-elle dit. Tu ne le es pas, elle a fouillé dans la poche de son cardigan. Elle a sorti 2 billets de 1 € froissés, pliés ensemble, et les a pressés dans ma paume. Achète-moi un Will.i.am Wednesday, a-t-elle dit. Justin. En espèces. Ne dis pas mon nom au comptoir. J'ai hésité. Grand-mère, ai-je dit, nous avons dit la semaine dernière que j'utiliserais mon propre argent. Elle a refermé mes doigts sur les billets. Aujourd'hui, il faut que ce soit les miens, a-t-elle dit. Fais-moi confiance. J'ai mis les 2 € dans mon portefeuille. Je lui ai embrassé le front. Elle sentait la lavande. Puis j'ai conduit jusqu'à Berthelies. La station-service Berthelies est ouverte depuis 1968. Même enseigne verte, même lumière fluorescente, même comptoir en formica qui pèle, avec un présentoir de tickets à gratter sous un protège en plastique. Le fils du propriétaire, Sal Bertelli, travaillait à la caisse ce matin-là. Il avait 60 ans et était bâti comme une borne d'incendie. Un Will.i.am Wednesday, s'il vous plaît, ai-je dit. En espèces. Justin. Sal a glissé sa main sous le protège et a sorti le ticket. Il l'a fait glisser sur le comptoir. J'ai payé avec les 2 € froissés. Je l'ai gratté juste là, au comptoir. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je les emmenais à la maison. Peut-être que je sentais déjà quelque chose. Peut-être parce que ma grand-mère avait dit « Fais-moi confiance » et que je voulais connaître la réponse avant de remonter dans la voiture. 3 numéros ont correspondu, puis 4, puis 5. Puis mes yeux sont tombés sur le montant du gain, imprimé en encre verte en bas, un 800 000 €. Je l'ai lu 3 fois. Sal regardait mon visage. Il connaissait les signes aussi, à sa manière. Il vendait des billets de loterie depuis l'âge de 17 ans, et il n'en avait jamais vendu un pour plus de 5 000 €. Gamine, a-t-il dit. Pose le ticket. Ne le plie pas. Ne touche à rien dessus. Laisse-moi appeler le support détaillant. Il a décroché le téléphone en plastique noir, vissé au mur derrière le comptoir, et a composé le numéro de la hotline de la loterie de Pennsylvanie.
Sa voix a glissé dans le registre professionnel que les employés de station-service utilisent quand le distributeur est en panne, ou qu'un client essaie de payer en pièces canadiennes. Pendant qu'il était au téléphone, il a jeté un coup d'œil à ma main. Mes clés de voiture reposaient sur le comptoir. Un petit charme argenté sur le porte-clés a attiré la lumière. Un minuscule oiseau. Un moineau. Ma grand-mère me l'avait donné quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, en 2013. Le visage de Sal a changé. Gamine, a-t-il dit. Gamine, attends. Il a posé le téléphone. Il est sorti de derrière le comptoir. Il regardait le charme. Où as-tu eu cet oiseau, a-t-il dit. Ma grand-mère. Wilhelmina Ashcroft. J'ai senti le monde basculer très légèrement. Oui, ai-je dit. Il a posé ses deux mains à plat sur le comptoir. Il a cligné des yeux. Il n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé être un long moment. Puis il a ouvert le réfrigérateur derrière lui, a sorti une canette de Coca-Cola, et l'a posée devant moi. Pour la maison, a-t-il dit. Ta grand-mère m'a acheté mon premier uniforme. Gamine. En 1974. J'avais 8 ans. Ma mère travaillait aussi au comptoir ici. Mon père était parti. Willa a trouvé l'argent de sa propre poche. Elle n'a pas dit à ma mère qu'elle l'avait fait pendant un mois entier. Elle a dit qu'elle avait juste trouvé du tissu en plus à l'arrière. Ses yeux étaient humides. Dis-lui que Sal Bertelli lui dit merci, a-t-il dit. Dis-lui ça aujourd'hui. Je suis resté longtemps assise dans ma voiture, sur le parking de Bertellies. Le ticket était sur le siège passager, plié une fois à l'intérieur de mon portefeuille. Je n'avais pas démarré le moteur. J'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé le contact que j'avais enregistré le mercredi précédent. J'ai tapé une ligne, c'est aujourd'hui. Cuisine. 15 minutes. La réponse est revenue avant que je puisse poser le téléphone. J'arrive. Porte arrière. J'ai enfin démarré la voiture. J'ai conduit les 15 minutes jusqu'à ma maison, une petite maison de 2 chambres près de Winola Road, avec le ticket dans mon portefeuille et le coca de Sal, non ouvert, dans le porte-gobelet. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pensé à rien, sauf à la séquence de mouvements que j'avais répétée pendant 8 jours. Vous devez comprendre quelque chose. Ce qui allait se passer dans ma cuisine à 12h45 cet après-midi-là où le notaire, le formulaire, la signature, le dépôt numérique à 12h52, rien de tout cela n'était dû au fait que j'avais gagné à la loterie. C'était à cause de ce que ma grand-mère avait fait le jeudi 20 novembre. C'est ce jour-là que j'ai tout compris. 8 jours avant le Black Friday, Colin Farrell m'a appelé à 7h du matin. Je dormais encore. Mon téléphone a sonné 3 fois avant que je ne décroche. Maintenant, a dit Colin. C'est le seul mot qu'elle a utilisé. Elle n'a jamais dit maintenant avant, Brenda. Elle a dit, appelle ma petite fille, maintenant. J'ai annulé mon patient de midi. Je suis monté dans la voiture en blouse. J'ai remonté la route 307 par un matin gris de novembre, passant la même lisière d'arbres, et je ne me suis pas arrêté pour un café. Ma grand-mère était assise dans son lit quand je suis entré dans la chambre 12. La boîte à musique était sur ses genoux, posée sur le dessus de la couette. Elle m'a regardé de la manière dont elle me regardait quand j'étais enfant et que j'avais fait quelque chose de bien, sans qu'on me le demande. Ferme la porte, a-t-elle dit. J'ai fermé la porte. Assieds-toi, a-t-elle dit. Je me suis assise. Elle a soulevé le couvercle de la boîte à musique. À l'intérieur du compartiment en noyer, posé sur le revêtement en feutre rouge que j'avais coupé et collé 4 ans plus tôt, se trouvait un petit enregistreur numérique Sony, noir. Une seule LED brillait en vert sur sa face. Une fine dragonne noire était enroulée à côté. Je t'avais dit que je garderais quelque chose de précieux là-dedans, a-t-elle dit. Je suis désolé que ça ait pris 4 ans. Grand-mère, ai-je dit, qu'est-ce que tu as enregistré? Tout, a-t-elle dit. Et à ces deux. Elle a tendu la main et a touché l'enregistreur avec un doigt, doucement, de la manière dont on touche quelque chose qui va nous manquer. Il y a un seul fichier, a-t-elle dit. 63 minutes. Je l'ai nommé pour que tu saches qu'il t'était destiné. Prends toute la boîte. Prends l'enregistreur. Prends tout ce que j'ai dit. Tout appartient, à toi de décider maintenant. Grand-mère, c'est ta boîte.
Elle était à moi quand j'avais besoin de garder quelque chose en sécurité, a-t-elle dit. Maintenant, tu en as besoin pour te garder en sécurité. Prends-la. Elle a tendu la main vers le petit sac en toile que j'apportais toujours dans sa chambre. Sa main tremblait. Elle a plié la boîte à musique elle-même, en glissant l'enregistreur sous un pli de tissu. Écoute seul, a-t-elle dit. Pas dans cette pièce, pas chez eux. Dans ta voiture si tu dois. Mais écoute. Aujourd'hui. Elle m'a tenu la main longtemps. Quand le jour viendra, et il viendra plus vite que tu ne le penses, tu sauras exactement quoi faire. Je suis restée assise dans ma voiture, sur le parking de Rosewood, avec l'enregistreur sur mes genoux et des écouteurs branchés sur mon téléphone. C'était juste avant le crépuscule. Le parking était presque vide, seulement un pick-up noir et l'aide-soignant qui fumait dehors. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est parvenue dans les écouteurs, plus claire que je ne l'avais entendue depuis un an. Je m'appelle Wilhelmina Elizabeth Ashcroft. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2023. J'ai 82 ans. J'enregistre ceci parce que mon fils et sa femme me volent, et je veux que ma petite fille, Brenda, ait des preuves quand le jour viendra. Commençons par les comptes. Elle a commencé à les énumérer. Agence Chase de Waverly, 6 avril 2021. 8 500 € en espèces, signé de son nom. Mais elle a dit que son fils l'avait fait. Elle l'avait regardé s'entraîner à faire sa signature sur une enveloppe, à sa table de cuisine en 2020, pensant qu'elle dormait dans l'autre pièce. 11 retraits en 4 ans. 88 000 € au total. Elle avait chaque date, chaque agence. Elle avait le nom d'une caissière, une jeune femme nommée Grace à l'agence de Waverly, qui avait une fois semblé confuse quand mon père a présenté le bordereau de retrait et a demandé à voir une pièce d'identité. Puis elle avait remis l'argent quand même, parce que la signature correspondait à celle du dossier. Ça, ce n'est que l'argent, a dit ma grand-mère. Les visites, c'est pire. Elle m'a parlé du 14 août 2023. Ma sœur Ashley était venue à Rosewood, seule, avec un dossier de LegalZoom, poussant un stylo dans la main de ma grand-mère. Grand-mère, avait dit Ashley, maman et papa pensent que c'est mieux si la cabane me revient directement. Ma grand-mère avait refusé. Ashley avait pleuré devant elle pendant 20 minutes. Ma grand-mère avait tenu bon. Après son départ, a dit ma grand-mère sur l'enregistrement, j'ai dit à Colin, à la réception, de laisser la caméra du couloir allumée. Toujours. N'importe qui. Surtout la famille. Elle m'a parlé de la première visite de mon père, en 2022. Il avait apporté un formulaire de procuration durable, d'un modèle en ligne. Il lui avait demandé de le signer. Elle avait souri et avait dit qu'elle avait besoin de le lire à la lumière du matin. Cette nuit-là, elle avait photographié chaque page et avait caché les photos dans un brouillon de mail qu'elle n'a jamais envoyé. Elle m'a parlé de l'avant-dernière visite de ma mère, début 2024. Ma mère avait fouillé dans sa boîte à bijoux pendant qu'elle faisait semblant de dormir. 2 de ces 3 belles pièces avaient disparu cette semaine-là, une croix en or que son père lui avait offerte quand elle avait été confirmée, une broche en perles. Elle ne les portait jamais, mais elle avait photographié la boîte avant que ma mère ne vienne, et l'avait photographiée à nouveau après. Elle m'a parlé des analgésiques. Ma mère avait demandé à l'infirmière de jour, au printemps 2024, de laisser le petit flacon marron d'oxycodone sur la table de nuit, au lieu de le mettre dans l'armoire fermée à clé, parce que, Willa est confuse et ça la réconforte de le voir. Ma grand-mère avait compté les pilules tous les soirs, avant que ma mère ne vienne. Elle les avait recomptées après. Elle avait noté les chiffres dans un petit carnet noir que Doris Palmer me remettrait plus tard. 12 comprimés manquaient, sur 3 visites. Ma grand-mère n'avait rien dit. Elle avait laissé ma mère croire qu'elle était trop désorientée pour suivre. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a brisé, sur le parking. Je les ai laissés croire que je ne savais pas, Brenda. Pour te protéger. Parce que je sais comment ils t'attaqueront quand le moment viendra. Et je te connais. Tu aurais commencé à donner avant que je ne puisse plus me battre. De cette façon, quand je te remets ça. Je te remets tout d'un coup. Et tu sauras quoi faire. L'enregistrement s'est terminé avec elle fredonnant une demi-mesure de Somewhere Over the Rainbow, la même mélodie que la boîte à musique. Je suis resté assise sur ce parking pendant 30 minutes de plus, avant de pouvoir conduire. Puis j'ai ouvert l'application Notes de mon téléphone et j'ai tapé 3 lignes, Marsha Andry, sur appel. Nora Whitfield, réclamation loterie Pennsylvanie.
Lundi. Ne pas confronter avant que grand-mère ne soit partie, ou avant qu'il ne franchisse une nouvelle ligne. La semaine entre cet enregistrement et Thanksgiving a été la plus calme de ma vie. Le lundi 24 novembre, je suis allé au bureau des réclamations de la loterie de Pennsylvanie, au centre-ville de Scranton. Pendant ma pause déjeuner, j'ai dit à la réceptionniste que j'étais une infirmière en soins palliatifs, posant une question pour la famille d'un patient. J'ai rencontré une agente de conformité, nommée Nora Whitfield. Elle avait les cheveux bruns raides, attachés avec une pince simple, et les yeux fatigués d'une femme qui traite l'argent des autres pour gagner sa vie. Elle m'a expliqué la déclaration de propriété unique du gagnant, l'affidavit de la deuxième page, et le protocole de notification de courtoisie pour tout prix de grande valeur où des membres de la famille étaient nommés comme partie non contractante. J'ai noté son poste dans mon téléphone, 219. Le mardi, j'ai rencontré Marsha Andry, une collègue infirmière en soins palliatifs devenue notaire mobile, quelqu'un avec qui j'avais travaillé 3 ans plus tôt pendant la pandémie, dans un PANRA à Dixon City. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, appelle-moi à tout moment dans les 6 prochains mois. J'annulerai tout et je serai là en 30 minutes. Porte arrière si tu as besoin. Le mercredi, j'ai rencontré Marsha à ma table de cuisine, et nous avons parcouru le portail de réclamation en ligne de l'État, étape par étape, en utilisant un montant de prix test. Elle a tamponné un faux formulaire pour s'entraîner. Nous avons fermé l'ordinateur portable quand nous avons eu fini. Je lui ai fait un café. Elle est partie par la porte arrière, à pied, juste pour voir si l'itinéraire fonctionnait. Si vous êtes encore avec moi en ce moment, si cette histoire résonne en vous, je veux l'entendre. Dites-moi dans les commentaires le mot que votre famille utilisait pour vous. Responsable, forte, bien, sensé. Quel qu'il soit, je veux le voir écrit. Je les lis tous. Alors, quand je suis arrivé dans mon allée à 12h20 le Black Friday, 28 novembre, avec un ticket gagnant d'une valeur de 1,8 million d'euros plié dans mon portefeuille, j'avais déjà un plan pour un combat que je pensais encore à des semaines de là. La loterie n'était pas ce pourquoi je m'étais préparé. Je m'étais préparé pour le jour où mes parents videraient le dernier des comptes de ma grand-mère. C'était différent, c'était plus rapide. Mais le plan fonctionnait toujours. Marsha est arrivée à 12h30. Elle est entrée par la porte arrière, avec une petite mallette noire et un ordinateur portable d'elle. Pose le ticket sur la table, a-t-elle dit. Montre-moi les chiffres, puis explique-moi ce que tu veux. Je lui ai expliqué. Elle a écouté. Elle a ouvert son ordinateur portable. Le portail de réclamation en ligne de la loterie de Pennsylvanie était déjà connecté, depuis notre session d'entraînement 2 nuits auparavant. 2 pages, a-t-elle dit. Tu lis chacune à voix haute, je suis témoin, puis je tamponne, puis je télécharge. La page 1 était une routine. Mon nom complet, Brenda Marie Grinet, date de naissance, adresse. Le numéro de série sur le ticket à gratter, le montant du prix, le nom du détaillant, Bertellies Gas et Snack, Grove Street, Dalton, Pennsylvanie. La page 2 était l'affidavit. Je l'ai lu à voix haute. Je, Brenda Marie Grinet, jure sous peine de parjure que j'ai seul acheté le ticket portant le numéro de série 254-4817A avec mes propres fonds, que j'en détiens la propriété unique, et qu'aucun accord verbal ou écrit n'existe, transmettant une partie de ce prix à un tiers. Marsha a hoché la tête. J'ai continué à lire. Les parties avec lesquelles aucun accord de tiers n'existe incluent Clifford James Grinet, téléphone 570 555 0192, Priscilla Anne Grinet, même numéro, Ashley Grinet au Rhin, téléphone 570 555 0287. Marsha a fait une petite marque sur son registre de témoins. Cet affidavit devient partie intégrante du dossier public du Commonwealth de Pennsylvanie. J'ai signé les 2 pages. Marsha a tamponné les 2 pages. Son sceau était un cercle de 4 cm de large, encre bleue, le sceau du Commonwealth au centre. Elle l'a daté du 28 novembre 2025, à 12h45. Elle a scanné les 2 pages avec le téléphone de son étui. Elle les a téléchargées sur le portail de réclamation en ligne de la loterie de Pennsylvanie. L'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception à 12h52. Réclamation préliminaire reçue. Dossier PL 25-1128B, notification de courtoisie en attente dans les 4 heures. Elle a rangé son kit. Elle s'est arrêtée à la porte arrière. Ta grand-mère serait fière,
a-t-elle dit. Elle l'est déjà, ai-je dit. Elle a ouvert la porte. Au fait, a-t-elle dit, la notification de courtoisie est généralement envoyée dans l'heure. Tu recevras un email quand ils appelleront ton père. Elle est partie par le portail arrière. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une nouvelle tasse de café. J'ai regardé le ticket, l'email de confirmation sur mon téléphone. J'ai vérifié l'heure. Il était 12h55. La sonnette d'entrée a retenti à 13h exactement. À travers le Judas, j'ai vu mon père tenant une bouteille de Cabernet Sauvignon fraîche, et un dossier Kraft au bord recourbé. Ma mère se tenait un pas derrière lui, tenant un sac en toile avec 2 verres à vin visibles à travers le tissu. Il n'a pas attendu que j'ouvre la porte. Il a essayé la poignée, elle n'était pas verrouillée. Il est entré. Il est passé devant moi, devant le canapé. Il est allé directement dans la cuisine. Il a posé le vin sur le comptoir avec un petit tintement métallique. Puis il a claqué le dossier sur la table de la cuisine. Je vous ai déjà dit ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, ce que j'ai fait. Mais vous devez voir le dossier. 8 pages, police Cambria, taille 11, imprimante HP, un peu bavé sur les bords. L'entête en haut de la première page disait « Accord de distribution familiale ». En dessous, un logo inventé en bleu marine, les mots « Grier Family Trust » disposés autour d'un blason que ma mère avait probablement conçu sur Canva ce matin-là. Page 3, à mi-chemin un bénéficiaire, Ashley Grinet-Aurin. Un 800 000 €. Un bloc de signature en bas de la page 8, pré-signé par mon père à l'encre bleue. Une ligne vierge pour ma signature. Pas de section de notaire, pas de tampon, pas de numéro de série, aucune mention de la Pennsylvanie. En pied de page de la page 1, en tout petit texte gris, quelqu'un avait oublié de supprimer les mots « modèle préparé avec LegalZoom ». J'ai tourné à la page 2. Vierge. Juste du papier vierge, un espace réservé. Ma mère observait mon visage. Ne reste pas là à faire comme si tu comprenais l'argent, Brenda, a-t-elle dit. Tu passes toute la journée avec des gens qui n'en ont plus besoin. C'est la vraie vie. C'est une famille qui t'a porté toute ta vie. Tu veux savoir ce que ta sœur a fait la semaine dernière? Elle a vendu son alliance pour acheter des cadeaux de Noël à ses enfants. C'est ce que font les vrais. Personne. Je n'ai pas répondu. J'ai reposé le dossier. Je suis allé à la cafetière. Je me suis versé une nouvelle tasse, lentement, uniformément. Je ne leur en ai pas offert. Je me suis rassise à la table de la cuisine. J'ai pris le stylo de mon père. C'était un crosse à billes, corps noir avec des finitions dorées, le stylo que ma mère lui avait offert pour leur 30e anniversaire. Il l'avait apporté chez moi exprès. Il le portait dans la poche de sa chemise pendant le trajet. J'ai signé la page 1, sur la ligne de signature. J'ai signé la page 3, à côté de la déclaration de bénéficiaire d'Ashley. J'ai signé la page 8, à côté de la signature pré-signée de mon père. Mon écriture était nette, régulière. Je n'ai pas tremblé. J'ai fermé le dossier. Je l'ai plié en 3, de la même manière que Marsha avait plié mon vrai formulaire 15 minutes plus tôt. J'ai posé mes paumes à plat de chaque côté, et je les fait glisser sur la table, avec les 2 mains, comme une bonne fille. Voilà, papa, ai-je dit. Les 8 pages. On est bon? Mon père a lu la page 1. Il a vu ma signature sous la sienne. Il a souri, comme il souriait quand j'avais 6 ans et que j'avais fait ce qu'on me disait, sans discuter. C'est ma fille, a-t-il dit. C'est comme ça que la famille fonctionne. Il s'est tourné vers ma mère. Elle ouvrait déjà le vin. Elle a versé 2 verres, en a versé un 3e et l'a fait glisser sur la table vers moi. Elle a levé le sien. À la famille qui reste unie, a-t-elle dit. J'ai pris mon verre. Je n'ai pas bu. Mon père a levé son verre vers le mien, et juste au moment où il allait le toucher, son téléphone a sonné. L'écran indiquait, appelant inconnu, indicatif 717. Il n'a pas reconnu le numéro. Probablement la banque, a-t-il dit à ma mère, toujours en souriant. Je t'avais dit que ça irait vite. Il a mis le haut-parleur. Il a répondu avec sa voix professionnelle, celle qu'il utilisait en réunion quand il était encore chef de rayon au Sam's Club de Dixon City. Clifford Grinet, à l'appareil. La voix à l'autre bout était égale, calme, féminine. Monsieur Grinet,
Ici Nora Whitfield, du bureau de conformité de la loterie de Pennsylvanie. Je vous fais une notification de courtoisie, concernant la réclamation de votre fille. Avez-vous un instant? Le sourire de mon père est resté sur son visage. Il a juste cessé de bouger. Certainement, a-t-il dit. Monsieur, a dit Nora, nous avons reçu une déclaration de propriété unique du gagnant au nom de Madame Brenda Green et seule, notariée à 12h45 cet après-midi, et déposée à 12h52. Dans l'affidavit de la deuxième page. Elle vous a désigné comme une partie avec laquelle aucun accord de tiers n'existe. Conformément au protocole de l'État, je suis tenu d'appeler chaque partie désignée. Je dois donc vous demander directement, monsieur. Contestez-vous sa propriété unique? Car je vous ai sur l'enregistrement maintenant. La cuisine est devenue très silencieuse. Le verre de vin de ma mère était à mi-chemin de ses lèvres. Il s'est arrêté là. Mon père n'a pas bougé. Je suis désolé, a-t-il dit. Pouvez-vous répéter? Nora a répété lentement, mot pour mot. Elle a utilisé l'expression « la deuxième page » 2 fois. Elle a utilisé l'expression « propriété unique » 3 fois. Mon père a baissé le téléphone. Il l'a posé sur la table de la cuisine, à côté du dossier qu'il avait claqué dessus 4 minutes plus tôt. Sa main tremblait. Je n'avais jamais vu sa main trembler avant. Brenda, a-t-il dit. Sa voix était fine. Brenda, qu'as-tu signé? J'ai posé ma tasse de café sur sa soucoupe. Le bon, papa, ai-je dit. Une demi-heure avant que vous n'arriviez. Ma mère s'est penchée en avant et a attrapé le dossier. Elle a tourné à la page 2. Elle était vierge. Elle a tourné à la page 8. Elle a regardé ma signature, a regardé la sienne. Elle est revenue à la page 2. Il n'y avait pas de sceau de l'État, pas de code QR, pas d'horodatage, pas de numéro de série. Il y avait du Cambria, taille 11, sur du papier d'imprimante HP ordinaire. Son visage a changé, de la manière dont les visages changent quand une personne regarde une maison brûlée et réalise qu'elle a laissé la porte déverrouillée elle-même. Tu nous as menti, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Le venin avait disparu. Quelque chose d'autre est monté sous lui, plus doux et plus désespéré. Brenda, nous sommes tes parents. Le Seigneur voit ce que tu fais. Il le voit probablement, maman, ai-je dit. Et toi? Le verre de vin a glissé des doigts de mon père. Il a heurté le coin de la table en tombant. Il a heurté le parquet. Il s'est brisé en 6 gros morceaux. Une flaque de cabernet s'est répandue, en forme de rien de particulier. Je pouvais la sentir. Le vin, le café, l'après-rasage de mon père, et la faible odeur chimique de l'encre fraîche de l'imprimante de ma mère, d'un dossier qui ne signifiait rien. Nora Whitfield était toujours en ligne. Monsieur, a-t-elle dit depuis le haut-parleur. Monsieur, êtes-vous là? Contestez-vous la réclamation? Mon père a fixé le téléphone. Il n'a pas répondu. Je prendrai ça pour un non, a dit poliment Nora. Le dossier sera finalisé lundi matin. Si vous ou votre femme souhaitez contester, vous avez 30 jours à compter de la date d'aujourd'hui pour déposer une plainte auprès du bureau de conformité. Merci pour votre temps, monsieur Greené. Passez un excellent week-end de fête. Elle a raccroché. Mon père s'est levé lentement, sa chaise a gratté contre le carrelage. Il m'a regardé. Il a regardé le vin sur le sol, le dossier. Il ne l'a pas ramassé. Il est sorti de ma cuisine. Il ne s'est pas arrêté à la porte d'entrée. Il est allé directement à sa voiture. Ma mère m'a fixé pendant ce qui m'a semblé être un long moment. Puis elle s'est levée, a pris son sac en toile, et l'a suivi. Elle a laissé le dossier sur la table. Elle a laissé les 2 verres de vin pleins. Elle a laissé celui brisé par terre. La porte d'entrée s'est refermée derrière elle, et la maison est redevenue silencieuse. Je suis restée assise là longtemps. Puis je me suis levée. J'ai pris le balai dans le garde-manger. J'ai balayé le verre. Je n'ai pas pleuré. Si vos parents vous ont déjà dit que vous leur deviez d'exister, laissez un seul mot dans les commentaires. N'importe quoi. Je les lirai ce soir. Le lendemain matin, c'était samedi. Ashley n'a pas appelé d'abord. Elle s'est présentée à 9h15, avec ses 3 enfants et Ronnie, debout derrière elle sur mon porche.
Elle portait un sweat à capuche Amazon Prime, Ronnie portait une casquette des Yankees malgré le fait qu'il faisait moins 0,5 degrés. J'ai ouvert la porte parce que je pouvais voir les enfants. Tyler a 7 ans, Maddie en a 4, Jasper 2. Tyler avait l'air confus, Maddie mâchait une écharpe, Jasper dormait sur l'épaule de Ronnie. Bren, on doit parler, a dit Ashley. Elle pleurait déjà. Papa a appelé hier soir. Il m'a tout dit. Entrez, ai-je dit. Les enfants peuvent avoir du jus. Vous et Ronnie, restez dans la cuisine. J'ai préparé 3 briques de jus. Je les ai posées devant les enfants, à la table basse, avec une pile de livres d'images. J'ai fermé la porte coulissante entre le salon et la cuisine. Je me suis assise. Ashley a commencé à parler avant que je ne m'assoie. Tu n'as jamais eu à nourrir une famille, Brenda, a-t-elle dit. Tu ne comprendrais pas, Ronnie est entre 2 emplois, les cartes de crédit sont à 46 000 €, l'hypothèque a 2 mois de retard. Sais-tu ce que c'est que d'expliquer à un enfant de 7 ans pourquoi Internet a été coupé? Je n'ai pas répondu. La cabane de grand-mère devrait me revenir, à moi et aux enfants, a dit Ashley. Évidemment, c'est plus d'espace que ce dont tu as besoin. Et maman a dit. Elle s'est arrêtée. Qu'a dit maman, ai-je demandé. Elle a dit que grand-mère avait déjà dit que la cabane était à nous, à maman et papa. Donc, bien sûr, elle me reviendrait, parce que j'ai les enfants. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas dit que grand-mère n'avait jamais rien dit de tel. Je ne lui ai pas dit que notre grand-mère m'avait déjà cédé la cabane dans un testament signé en 2019, et que la seule façon pour nos parents de croire que la cabane était à eux était que notre grand-mère leur ait dit un mensonge spécifique, exprès. Pour voir ce qu'ils feraient quand ils penseraient avoir gagné. Je l'ai laissé continuer à parler. Ronnie est resté dans le coin de la cuisine tout le temps. Il n'a pas dit un mot jusqu'à ce qu'Ashley s'épuise et commence à rassembler les enfants pour partir. Puis il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Il ne m'a pas regardé directement. Assure-toi juste que rien n'arrive à cet argent avant lundi, Serette, a-t-il dit. Ce serait dommage si quelque chose arrivait. Il est sorti. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière eux. Je l'ai vérifié 2 fois. Ronnie ne fait pas de menaces. Il les laisse tomber, comme des clés, et vous laisse décider si vous les ramasserez. Je ne les ai pas ramassés. J'ai appelé ma voisine d'à côté, Delanero, une infirmière en soins intensifs avec qui j'avais travaillé à Gésinger, et je lui ai demandé de s'asseoir à ma table de cuisine avec moi pour le reste de l'après-midi. Elle l'a fait. Elle a apporté son chien et une bouteille de ginger ale. Nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous avons regardé un très vieil épisode d'une très vieille émission de cuisine. Et elle a coupé une pomme Granny Smith et l'a partagée avec moi. Et à 16 heures, elle a posé sa main sur la mienne, sur la table, et a dit, « Tu es en sécurité ici. » Je l'ai cru. Le dimanche 30 novembre, je suis allé à Rosewood. Ma grand-mère était entre 2 états. Elle m'a reconnu un moment, puis a dérivé, puis est revenue. Elle m'a tenu la main longtemps. Sa prise était plus faible que le jeudi. C'est comme ça que j'ai su. Tu as écouté, a-t-elle dit, 2 fois. Juste ça. Je suis resté avec elle jusqu'à la fin des heures de visite. Puis je suis rentré. Elle est morte avant l'aube, le jeudi 4 décembre. Colin m'a appelé à 3h22 du matin. Sa voix était douce, de la manière dont les gens qui travaillent avec les mourants apprennent à rendre leur voix douce. Elle te demande, Brenda. Viens maintenant. J'ai remonté la route 307 dans le noir. La route était vide. Il y avait un fin brouillard bas sur les champs, et mes phares le traversaient. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré. Elle était encore avec nous quand je suis arrivé. Elle était au lit, les yeux fermés, mais sa main cherchait l'espace à côté d'elle, de la manière dont les gens qui savent que la mort approche cherchent ce qui pourrait s'y trouver. Je me suis assise. J'ai pris sa main. Elle a ouvert les yeux. Tu es venue, a-t-elle dit. Tu as écouté. Tu es celle qui a écouté. J'ai dit, grand-mère, je suis là. Elle a souri. Un tout petit sourire. Il est resté sur son visage peut-être 8 secondes. Puis elle a fermé les yeux. Elle a cessé de respirer juste avant le lever du soleil. Colin est entrée dans la pièce quelques minutes plus tard. Elle pleurait. Elle est restée avec moi pendant que je restais assise à côté de ma grand-mère longtemps,
jusqu'à ce que l'équipe du matin arrive et que les machines soient silencieuses. Avant de partir, Colline m'a tendu une petite clé USB dans un étui en plastique. Elle m'a demandé de te donner ça, à la fin. Elle a dit que c'est 26 minutes, couloir 2, 14 août 2023. Ta sœur a apporté un document, ta grand-mère a refusé de signer. Je l'ai consigné dans un rapport d'incident le même jour. Le numéro du rapport est sur la clé. J'ai mis la clé USB dans la poche de mon manteau. Doris Palmer, la colocataire de ma grand-mère depuis 4 ans, a frappé à la porte alors que je partais. Doris a 82 ans et porte le même cardigan bleu pâle tous les jours. Elle a tendu un petit carnet Moleskine noir. Elle écrivait des choses quand elle était lucide, a dit Doris. Des noms, des dates, ce que les gens disaient quand ils pensaient que je n'entendais pas. Je n'entends pas bien, mais j'entends assez. Prends ça. J'ai pris le carnet. Je l'ai tenu contre ma poitrine un instant. Doris, ai-je dit, pourquoi maintenant? Parce qu'elle m'a demandé de te le donner quand elle ne pourrait plus, a dit Doris. Tu es celle qui a écouté. C'est comme ça qu'elle t'appelait. J'ai signé le registre des visiteurs en sortant. Dans la colonne, heure de départ, j'ai écrit 6h03. Dans la colonne, motif, j'ai écrit un seul mot, petite fille. Je n'ai rien écrit d'autre. Les funérailles ont eu lieu le samedi 6 décembre, au salon funéraire Snyder-Crissement à Waverly. 24 personnes sont venues. La voisine de ma grand-mère avant les années en maison de retraite, une femme nommée Ruth de l'église qu'elle avait fréquentée dans les années 70, Sal Bertelli, Colline, Doris en fauteuil roulant dans son cardigan bleu pâle, Delanero, Marsha Andry, Terence O'Brien, l'avocat de ma grand-mère. Le reste étaient des gens que je ne reconnaissais pas, mais qu'il avait aimés. Mon père et ma mère sont venus. Ashley non. Elle a envoyé un texto disant que les enfants étaient malades. J'ai prononcé l'éloge funèbre. Il faisait 4 phrases. Ma grand-mère a vécu 84 ans. Elle a été silencieuse la plupart du temps. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle attendait la bonne personne pour écouter. Elle m'a laissé être cette personne. Je passerai le reste de ma vie à le mériter. Je suis descendu de l'estrade. Mon père a essayé de me prendre le coude alors que je passais. J'ai détourné le visage avant qu'il ne puisse parler. Je me suis assise entre Delaney et Marsha. Je n'ai pas regardé mes parents pendant le reste de la cérémonie. Au cimetière, lorsque la cérémonie s'est terminée et que la plupart des personnes en deuil se sont tournées vers leur voiture, Sal Bertelli s'est approché de moi. Il tenait un petit sac en papier. Quelque chose que j'ai trouvé dans le grenier de ma mère cet été, a-t-il dit. J'allais la porter ici pour la voir. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Il a pressé le sac dans ma main et s'est éloigné. À l'intérieur se trouvait une petite photo en noir et blanc dans un cadre en carton. Ma grand-mère, 33 ans, debout derrière le comptoir de Bertelliès en 1974, dans un tablier rayé, tenant un balai. Elle souriait. C'était le sourire d'une femme qui avait traversé un autre hiver. J'ai regardé la photo longtemps. Puis je l'ai remise dans le sac, et j'ai mis le sac dans la poche de mon manteau, à côté du carnet de Doris. Mon père se tenait à une trentaine de mètres, à côté du corbillard vide, en train de regarder. Je ne savais pas depuis combien de temps il regardait. Il a fait un pas vers moi. Puis il s'est arrêté. Il a regardé Sal qui s'éloignait, le petit sac en papier brun dans ma main, les gens autour de la tombe qui avaient connu ma grand-mère d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il s'est retourné et est monté dans sa voiture. Il n'est pas revenu à la petite réception au salon funéraire. J'ai appris plus tard, par Delaney, que ma mère l'avait attendu sur le parking pendant une heure entière avant qu'il ne vienne la chercher. Delaney l'avait regardé se tenir là, par la fenêtre. Elle a dit que ma mère n'avait pas vérifié son téléphone une seule fois. Elle est juste restée là. Le lundi 8 décembre, je suis allé au bureau de Terence O'Brien, au centre-ville de Scranton, pour la lecture du testament. Terence l'avait rédigé en 2019, lorsque ma grand-mère avait emménagé à Rosewood. Elle ne l'avait jamais changé, a-t-il dit au début. Le testament faisait 22 pages. La cabane dans les Poconos, 2 chambres sur le lac Wallenpaupack, achetée par ma grand-mère en 1979 pour 11 000 €, actuellement évaluée à 220 000 €, m'a été léguée. Les économies, 114 000 € sur un compte Charles Schwab, m'ont été léguées. La boîte à musique m'a été léguée. Un petit compte en fiducie,
qui avait autrefois contenu environ 100 000 € mais affichait maintenant un solde de 0, devait être divisé à parts égales entre mes parents, Ashley et moi. 4 parts, 25% chacun de 0. Terence a regardé par-dessus ses lunettes de lecture vers mon père. Votre mère m'a demandé d'inclure la page 17, a-t-il dit. Elle m'a dit que vous voudriez l'entendre. Mon père n'a pas bougé. Terence s'est tourné vers la page 17 et a lu, note du testateur, datée du 15 août 2023. À mon fils, Clifford, si vous entendez ceci lu à voix haute, cela signifie que je suis morte et que mon testament a été ouvert devant vous. Je veux que vous sachiez quelque chose. Il y a 2 ans. Je vous ai dit que Brenda n'était pas dans mon testament. Je vous ai dit que la cabane serait partagée équitablement entre vous 3. Je vous ai dit que les économies seraient divisées de la même manière. C'était un mensonge. Je l'ai dit pour pouvoir voir ce que vous feriez. J'ai ma réponse maintenant. La pièce était très silencieuse. Ma mère s'est levée. Elle est allée à la fenêtre. Elle ne s'est pas retournée. Mon père a relu la page 17 2 fois. Il n'a rien dit. J'ai signé les documents d'exécution. Je suis parti. Le mardi 9 décembre, j'ai envoyé par email la clé USB de Rosewood à mon père, ma mère et Ashley. Le sujet disait « Veuillez regarder la pièce jointe avant de me contacter ». Le corps de l'email faisait 2 phrases. 6 juin 26 minutes de séquence de couloir de Rosewood, datée du 14 août 2023. Ma grand-mère a demandé qu'elle soit conservée et partagée le moment venu. 3 heures plus tard, Ashley a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 11 fois de plus au cours des 2 jours suivants. Le jeudi 11 décembre, j'ai envoyé un dernier email. Pas de sujet, 3 phrases. Vous m'avez pris des choses pendant 35 ans, et à elle pendant 4. J'en ai fini. N'appelez pas, ne rendez pas visite, n'envoyez pas de carte de vœux. Si vous avez besoin de soins médicaux et que vous ne trouvez personne d'autre, j'aiderai. En tant qu'infirmière. Pas en tant que votre fille. C'est la seule porte qui reste ouverte. Brenda. Il n'y a pas eu de réponse, d'aucun d'entre eux. Je n'en avais pas besoin. La veille de Noël a été plus difficile que je ne le pensais. Je ne suis pas allé chez mes parents, ni chez Ashley. Je ne suis allé nulle part. J'ai ouvert une boîte de soupe à la tomate, je me suis assise sur mon canapé avec le carnet Moleskine de ma grand-mère, et je l'ai lu d'un bout à l'autre, d'une traite. Ça a pris 2 heures. C'était ce qui se rapprochait le plus de passer Noël avec elle que je pouvais gérer. Le matin de Noël, Delanero a frappé à ma porte arrière avec 2 tasses de café et une assiette de brioche à la cannelle qu'elle avait faite à 4 heures du matin, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'a rien dit sur ma famille, n'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est juste assise à la table de la cuisine, a déplié le journal, et nous avons fait les mots croisés ensemble pendant 1 heure. Certaines personnes vous accordent leur attention. D'autres, leur silence. Les 2 sont des cadeaux, si la personne est la bonne. En janvier, un enquêteur du Bureau de la justice pour les personnes âgées du procureur général de Pennsylvanie m'a appelé. Colin Farao avait déposé un rapport le lendemain des funérailles de ma grand-mère. Colin avait tout documenté pendant des années, l'incident avec Ashley en août 2023, les changements de comportement de ma grand-mère après les visites de mon père, les retraits que ma grand-mère lui avait signalés en privé. L'enquêteur voulait l'enregistrement de 63 minutes. Je l'ai envoyé. J'ai envoyé le carnet Moleskine, scanné page par page. J'ai envoyé les relevés bancaires de l'édition de poche d'Anne de la maison au pignon vert. Rien de dramatique ne s'est produit pendant un certain temps. En février, j'ai reçu une lettre du même enquêteur. Mes parents avaient eu le choix, payer 88 000 € en restitution à la succession de ma grand-mère, dont j'étais l'unique héritière, ou faire face à des accusations criminelles pour exploitation financière de personnes âgées. Ils ont choisi la restitution. Ils ont contracté un prêt sur valeur domiciliaire sur la maison où j'ai grandi. Le chèque est arrivé au bureau de Terence le 3 mars 2026. Je ne l'ai pas déposé. Je l'ai endossé et l'ai envoyé directement à la maison de retraite Rosewood, avec la mention dans la ligne de mémo, dotation de la chambre Willa Ashcroft. Fin mars, Ashley a quitté mes parents. Elle m'a envoyé un seul email. Il était long, et plein de choses qu'elle pensait que je voulais entendre. Au milieu, elle a écrit une phrase qui était probablement vraie. J'ai découvert que maman m'a menti à propos de la cabane. Elle a dit que grand-mère nous l'avait promise. Elle l'a dit pendant des années.
Elle savait qu'il n'y avait pas de promesse. Elle voulait juste que je croie qu'il y en avait, pour que je les aide à se battre contre toi. Je n'ai pas répondu. Ashley n'avait pas besoin d'une réponse de ma part. Elle avait besoin d'un thérapeute. J'espère qu'elle en a trouvé un. Mon père a perdu son poste de bénévole au conseil de l'église en avril. Ma mère a cessé de donner des cours de piano chez elle. J'ai appris les deux choses indirectement, par Kenny, de l'église. L'homme qui avait initialement appelé mes parents à propos de mon fil d'actualité WBR le Black Friday. Kenny, sans qu'on le lui demande, m'avait appelé pour me dire qu'il avait mal jugé des gens qu'il connaissait depuis 30 ans, qu'il était désolé, et que si j'avais jamais besoin de quoi que ce soit d'un voisin, sa porte était ouverte. Je l'ai remercié. Je n'avais besoin de rien d'un voisin. J'avais déjà une voisine. J'ai déménagé la boîte à musique dans la cabane, dans les Poconos, début mai. Le lac était encore froid. Le cornouiller commençait à fleurir autour du porche. Je me suis assise sur le porche avec une tasse de café, j'ai remonté la boîte à musique 3 fois, et j'ai écouté Somewhere Over the Rainbow jusqu'au bout, 2 fois, avant de la ranger. Je lui ai construit une étagère dans la petite chambre d'amis de la cabane. J'ai mis la photo de salle à côté. Ma grand-mère, 33 ans, dans le tablier rayé, souriant à un appareil photo en 1974. Le vendredi 22 mai 2026, la maison de retraite Rosewood a organisé une petite cérémonie pour l'ouverture de la chambre Willa Ashcroft. La pièce était autrefois un placard de rangement au 2e étage. Colin l'avait fait vider pendant l'hiver. Le fonds de dotation que j'avais créé en mars a payé les rénovations, un tapis doux, 3 fauteuils, un petit piano droit donné par une école de musique de Wilkes-Barre, et une vitrine en verre dans le coin. J'ai apporté la boîte à musique de la cabane la veille de l'ouverture. J'ai mis la photo encadrée de salle sur le mur, à côté de la vitrine. 43 personnes sont venues à la cérémonie. Colin, Doris dans son fauteuil roulant, portant un nouveau cardigan bleu pâle que quelqu'un lui avait acheté pour l'occasion, Sal Bertelli avec sa femme, Marsha Andry, Delanero, Terence O'Brien, Nora Whitfield discrètement à l'arrière, et un groupe de résidents de Rosewood. Certains lucides, d'autres non, assis sur des chaises en un demi-cercle approximatif autour du piano. J'ai très peu parlé. J'avais demandé aux bénévoles de l'école de musique de jouer Somewhere Over the Rainbow au piano. Et quand elle a eu fini, j'ai dit une chose. Ma grand-mère m'a dit quelque chose un jour, ai-je dit. Elle a dit, certains d'entre nous se taisent, non pas parce que nous n'avons rien à dire, mais parce que nous attendons la bonne personne pour écouter. Elle était la mienne. Cette pièce est pour que personne d'autre n'ait à attendre aussi longtemps qu'elle. Je me suis reculé. 3 enfants de la garderie voisine s'étaient faufilés par la porte entr'ouverte. Ils avaient été attirés par le piano. L'un d'eux, une petite fille d'environ 5 ans, s'est approchée de la vitrine et a regardé la boîte à musique longtemps. Elle a tapoté la vitre très doucement. Doris a roulé son fauteuil roulant et a sorti la boîte de la vitrine. Elle l'a remontée 3 fois. Elle l'a posée sur le tapis, au milieu de la pièce, et a laissé la petite fille s'asseoir à côté. Et la mélodie a commencé à jouer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé. Je ne me suis pas avancé. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai beaucoup réfléchi au cours des 6 derniers mois à ce que ma grand-mère a fait. Elle avait 82 ans quand elle a commencé cet enregistrement. Elle oubliait déjà le jour de la semaine la moitié du temps. Mais chaque après-midi lucide pendant 4 ans, elle a planifié. Elle a gardé sa bouche fermée. Elle s'est assise avec des gens qui la volaient, et elle leur a souri. Et elle les a laissés croire qu'elle ne savait pas, parce qu'elle savait qui j'étais. Elle savait que si elle me le disait trop tôt, j'aurais commencé à donner. Elle savait que j'étais, la responsable. Et elle savait que ma responsabilité avait été utilisée contre moi toute ma vie. Alors elle a attendu. Elle a attendu jusqu'à ce qu'elle soit presque partie. Et puis elle m'a tendu une boîte à musique, et elle m'a tendu 63 minutes de la vérité. Et elle a dit, maintenant, tu sais quoi faire. Et je l'ai fait. Je garde le petit charme d'oiseau en argent sur mes clés. Je remonte encore parfois la route 307, même si je n'ai plus besoin de le faire. Il y a un bon café juste à l'extérieur de Waverly, et la lumière de l'après-midi est douce sur cette route. Et parfois, je m'assois sur le parking avec une tasse de café, et je me souviens de la femme qui a été silencieuse pendant 84 ans, et je dis son nom à voix haute. Wilhelmina Elizabeth Ashcroft. Les noms comptent.
Elle était à moi, et elle a été entendue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez une chose. Il n'est pas trop tard pour devenir la personne qui écoute votre grand-mère, votre tante, le collègue à qui personne ne parle au déjeuner. Vous-même. Surtout vous-même. Ma grand-mère a attendu 84 ans pour que quelqu'un s'assoie et l'écoute. Ne faites attendre personne aussi longtemps, si vous pouvez l'éviter. Dites-moi le nom de la personne dans votre vie qui a été silencieuse trop longtemps. Juste le nom. Parfois, être nommé est le début d'être entendu.